OK, alors on va commencer pour maintenir le temps le plus possible. Donc, bienvenue. Alors, je vous présente Geneviève Forgue, qui est doctorante en psychologie clinique à l'Université du Québec à Chicoutimi. Son projet doctoral porte sur la personnalité et les aspects psychopathologiques dans l'ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, qu'elle réalise sous la supervision de Julie Bouchard et de Benjamin Gallet. Elle travaille avec le groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, le GRIM, depuis 2014. Donc, Julie va nous parler ce matin de la personnalité, psychopathologie, adaptation sociale des personnes ayant une ataxie récessive spastique Charlevoix-Saguenay, un portrait préliminaire. 4 fois la parole. Merci. Bonjour à tous, merci. Je suis contente d'être ici devant vous aujourd'hui. C'est la première fois que je présente mon projet dans un congrès, donc je suis très contente d'être ici. Je ne vais pas me présenter davantage, étant donné que madame le fait pour moi. Aussi, je n'ai pas le droit de me déplacer. Je suis pris en arrière de mon ordi à cause du micro, donc je vais rester ici. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le portrait préliminaire de mon essai doctoral qui porte sur la personnalité, la psychopathologie et l'adaptation sociale chez des personnes ayant une ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, que je vais appeler ARSAC durant la présentation. L'ARSAC, c'est une maladie neurodégénérative rare dont la prévalence est plus élevée dans les régions de Charlevoix et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi on fait cette étude-là? C'est quoi l'importance? C'est parce qu'à cette date, il y a très peu d'études qui se sont intéressées au profil psychologique de la maladie. Puis, face à l'imminence des essais thérapeutiques de médicaments pour tenter de traiter l'ARSAC, c'est très important de décrire l'apparition naturelle de la maladie pour pouvoir mesurer les impacts de ces traitements pharmacologiques-là. Aussi, la nécessité de ce projet-là est confirmée par le besoin de soutien dans la compréhension des problématiques qui sont vécues quotidiennement et la recherche de solutions à cet égard. Aussi, les résultats vont permettre ultimement de proposer un modèle de soins plus adapté au profil psychologique des personnes atteintes. Je vais commencer par introduire le projet pour en venir aux objectifs et aux hypothèses. Ensuite, ce sera la méthodologie et la présentation des résultats et des discussions préliminaires pour terminer avec les conclusions. Bienvenue. Donc, l'ARSAC, c'est une maladie génétique récessive, c'est-à-dire que la personne doit recevoir 2 copies du gène défectueux pour être atteinte. Les atteintes au plan du cervelet sont responsables de la plupart des symptômes qu'on observe dans la maladie. Pour les symptômes physiques, on parle d'une démarche ataxique avec tendance à la chute, d'une incoordination des mouvements des bras, d'une spasticité, donc d'une raideur qui va s'installer au niveau des jambes, qui va occasionner habituellement l'utilisation de la chaise roulante à partir de 40 ans. Il y a aussi la présence de nystagmus, puis d'une altération de la poursuite oculaire, et de dysarthrie, donc un langage qui est lent et pâteux et qui s'accompagne aussi avec la difficulté de prononciation, qui peut influencer les contacts sociaux des personnes atteintes, étant donné que ça peut être difficile pour elles de se faire comprendre. Pour les particularités neuropsychologiques, qu'est-ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le quotient intellectuel global des personnes atteintes est dans la norme. Puis maintenant qu'on connaît l'implication du cervelet dans les réseaux neuronaux d'ordre affectif et cognitif, on soupçonne la présence du syndrome cognitivo-affectif cérébelleux dans l'ARSAC. Pour les ataxiques, les fonctions cognitives les plus déficitaires, ce serait la mémoire, l'attention, les habiletés visuospatiales, ainsi que la vitesse du traitement de l'information. Maintenant, les particularités psychologiques. Il y a des observations du corps médical qui nous apportent beaucoup des informations très importantes. Ils font état d'un profil de personnalité particulier. On parle ici d'une certaine rigidité mentale, d'une propension au déni et à l'indifférence, de difficultés d'investissement des patients dans leur suivi et aussi des difficultés à garder un emploi. En plus de ça, ils observent que ces difficultés-là semblent augmenter avec l'âge. C'est évident qu'ici, on parle en général. Donc, ce n'est pas tous les patients qui vont présenter ces profils-là. Puis aussi, la manière dont ces rigidités-là vont s'exprimer chez chaque personne va différer. Donc, au niveau de l'intensité. Ensuite, nous apporte une autre information importante, c'est que la qualité de la relation thérapeutique va... bonjour. Va... Vous avez besoin d'aide?
je vais y aller. C'est moi, je ne présente pas, mais je vais aller. C'est bon, merci. Donc, la qualité de la relation thérapeutique semble diminuer ces rigidités-là qui sont observées. Ensuite, au plan de la personnalité... On va laisser me centrer. Donc, pour la personnalité, il y a une étude qui a été publiée en 2012 qui cherchait à documenter la présence du syndrome cognitivo-affectif cérébelleux dans l'ARSAC. Les conclusions de cette étude-là ont permis de... En fait, ça a été réalisé chez 2 frères. Ça a permis de démontrer qu'effectivement, ces deux personnes-là présentaient un patron de personnalité particulier. On parle ici de présence d'apathie, de traits obsessionnels compulsifs, d'irritabilité, ensuite d'impulsivité et aussi d'émoussement affectif. Même si les conclusions de cette recherche-là sont intéressantes, en fait, les résultats sont difficilement généralisables à la population antarctique, étant donné qu'il y a des limites méthodologiques importantes dans cette recherche. Plus récemment, en 2017, il y a une étude exploratoire qui a été publiée, qui a été réalisée chez 8 patients atteints d'ataxie qui étaient âgés entre 20 et 59 ans. Les résultats de cette étude-là démontrent un profil de personnalité hétérogène. Cependant, il indiquait aussi la présence d'un trait de personnalité qui s'avérait commun chez 75 % de l'échantillon. On parle ici d'un faible degré d'ouverture à l'expérience. En plus de ça, l'auteur documentait une détresse psychologique élevée dans son échantillon. La recherche que je viens de vous parler a été conceptualisée selon le modèle de personnalité à 5 facteurs. C'est un modèle dimensionnel qui permet de décrire la personnalité à travers 5 grands domaines, 5 grands traits. Chaque dimension s'observe sur un continuum, donc qui va d'un pôle négatif à un pôle positif. Puis, on distingue les personnalités normales des personnalités pathologiques par les variations extrêmes sur le continuum. Donc, plus une personnalité s'éloigne et se dirige vers un pôle, plus ça veut dire qu'elle est rigide dans la personnalité de la personne et plus elle peut présenter des difficultés d'adaptation à cause de son trait. Mais il faut être prudent dans l'évaluation et la description des traits de personnalité. Puis, il faut considérer chacun des traits comme des prédispositions à des schémas d'affect, d'action ou de cognition qui peuvent être présents ou non chez les personnes. Il y a aussi évidemment qu'il faut prendre en compte des facteurs intra-individuels qui peuvent aussi influencer l'expression des traits. Par exemple, l'histoire de vie de la personne ou encore le style de milieu familial dans lequel elle a grandi. Donc, je vais vous décrire très brièvement chacun des traits. Donc, le névrosisme, ça fait référence au système de réactivité émotionnelle. C'est le système qui est responsable d'évaluer les stimuli, puis aussi de produire les comportements adaptatifs en fonction de l'évaluation qui en est faite. Ensuite, l'extraversion, ça réfère au système de régulation des récompenses affectives qui vont motiver les gens dans leurs relations sociales. Ensuite, l'agréabilité. Ça concerne la nature des relations qu'une personne va tenter d'instaurer avec autrui. On parle ici de la tonalité des relations. Est-ce que c'est davantage des relations qui sont motivées par un désir empathique, bienveillant, ou plutôt cynique, ou... c'est ça. Ensuite, le caractère consciencieux, ça renvoie à la motivation. Peux-tu aller moins vite? Oui, OK. Excusez. Merci de me le dire. Donc, le caractère consciencieux. Ça renvoie aux capacités d'organisation, de planification vers des conduites orientées dans un but et aussi la capacité à accepter les contraintes qui sont liées à cet objectif. Finalement, l'ouverture à l'expérience, ça regroupe un ensemble de conduites comme la tolérance, l'ouverture puis une attitude positive face à la nouveauté. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la population des patients ARSAC présentait de l'étude exploratoire présentait 75 % un faible degré d'ouverture à l'expérience. Puis, ce type de personnalité-là, ça réfère habituellement à des gens qui vont préférer les expériences et les points de vue connus, qui vont habituellement démontrer des intérêts restreints et focalisés, et qui vont aussi démontrer un fort ancrage dans les conduites habituelles. C'est quoi les problématiques principales de ce type de personnalité-là? Ça réfère aux capacités d'adaptation en général, donc autant dans les situations que dans les relations interpersonnelles. Les difficultés relationnelles, en fait, ça serait dû à une faible tolérance puis à une difficulté de compréhension des modes de pensée différents et aussi dû à des lacunes dans la compréhension et l'expression des émotions, étant donné que le concret l'importance est mise sur le concret et le pragmatisme.
Mais pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au lien entre la personnalité et l'adaptation sociale chez des personnes atteintes d'ARSAC? En fait, c'est qu'il a été documenté que l'ouverture à l'expérience était l'un des traits qui influençait le plus les contacts sociaux à cause de la rigidité à comprendre et à s'adapter aux perspectives d'autrui. Mais l'adaptation sociale, qu'est-ce que c'est? Ça regroupe, et c'est un concept qui concerne les habiletés sociales et relationnelles qui sont mises en œuvre par un individu dans son contexte social. On parle donc des aptitudes individuelles à s'intégrer et à acquérir un sentiment d'appartenance à un groupe. Habituellement, qu'est-ce qu'on remarque chez une personne quand elle a une bonne adaptation sociale? Il va aussi avoir une bonne participation sociale. Donc, nous, on pense que les déficits relationnels qui sont engendrés par le faible degré d'ouverture à l'expérience des patients ataxiques pourraient influencer leur adaptation sociale et, du même fait, expliquer les observations du corps médical qui travaille auprès d'eux. L'objectif de notre étude est donc d'aller dresser un profil descriptif de personnalité et d'adaptation sociale dans l'ARSAC pour ensuite évaluer l'existence de liens entre la personnalité et l'adaptation sociale. On a décidé d'inclure la détresse psychologique comme variable contrôle pour aller vraiment voir le lien, vraiment observer le lien entre la personnalité et l'adaptation sociale. En fait, on voulait voir s'il pouvait y avoir la présence de sous-groupes au sein de notre échantillon qui pourraient nuancer nos résultats ou influencer nos résultats. On s'attend donc à obtenir des profils de personnalité hétérogènes dans notre échantillon. Ensuite, on s'attend à ce que l'ouverture à l'expérience soit le seul trait à être plus bas que ce qui est habituellement observé dans la population générale. On s'attend aussi à ce que l'adaptation sociale soit plus basse que le groupe normatif. Puis, on s'attend à ce qu'un faible degré d'ouverture soit corrélé avec des difficultés d'adaptation sociale. Notre échantillon était composé de 30 patients ARSAC qui présentaient la mutation aussi, juste ici, qui étaient âgés entre 20 et 59 ans. On a donc recruté 17 hommes et 13 femmes. Le recrutement s'est fait aléatoirement selon 2 méthodes. La première partie de notre échantillon a été recrutée à partir de patients qui ont participé à l'étude longitudinale ici, qui est réalisée au groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires. Ensuite, la deuxième partie de notre échantillon a été recrutée à même la liste de patients de la clinique des maladies neuromusculaires de Jonquière. L'administration des tests psychologiques s'est faite à domicile par un assistant de recherche qui a été formé par moi-même. Donc, voici la liste des instruments qui ont été utilisés pour la recherche. Pour les fins de la présentation aujourd'hui, je ne vais pas les décrire davantage, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont tous des instruments qui sont utilisés autant en clinique qu'en recherche en psychologie. Au plan des analyses statistiques, on a privilégié l'utilisation de tests non paramétriques pour notre recherche, étant donné le faible nombre de participants. Donc, les tests qu'on a faits, ça nous a permis de comparer les participants entre eux selon les groupes d'âge ou de sexe et aussi d'évaluer les liens, donc la relation entre les variables. On voit maintenant les caractéristiques sociodémographiques de notre échantillon. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la majorité des participants sont célibataires et vivent avec une autre personne, qui est souvent un membre de la famille. Au plan des occupations, on voit qu'il y a 23 % des participants qui occupent une occupation à temps plein. On parle de travail rémunéré ou bénévolat. Puis quand on regarde ce résultat-là par tranche d'âge, qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a seulement une seule personne de 40 ans et plus qui occupe une occupation à temps plein. Ici, la catégorie « autres », ça comprend les gens qui ne travaillent pas pour des raisons de santé, ceux qui sont au chômage, retraités ou ceux qui sont au foyer comme occupation principale. Pour les caractéristiques physiques, j'aimerais ça d'abord attirer votre attention sur le fait qu'il y a plus de 70 % de notre échantillon qui estiment leur santé physique comme étant bonne ou excellente comparativement aux personnes du même âge. Donc ici, ça nous permet de se questionner. Qu'est-ce qui explique cette perception positive-là? On lance des hypothèses, étant donné qu'il n'est pas terminé encore le projet, mais en fait, on peut se demander, est-ce que ça pourrait refléter une bonne adaptation psychologique à la maladie? Ça pourrait dire que les patients auraient modulé leur attente en fonction de leur état. Ou encore, ça pourrait peut-être refléter plutôt une moins bonne adaptation psychologique et refléter un certain déni de leurs conditions. Ensuite, au plan de la mobilité,
qu'est-ce qu'on observe, c'est que la majorité des participants ont besoin d'une aide pour se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur. Puis quand on observe selon les tranches d'âge, on voit que tous les participants âgés de 40 ans et plus ont besoin d'une aide, tandis que chez les plus jeunes, le besoin d'aide varie. La majorité des participants sont autonomes, puis on voit que le besoin d'assistance tend à augmenter avec l'âge. Donc, en raison des différences qui sont observées selon les tranches d'âge, on a décidé d'évaluer nos résultats selon les plus et les moins de 40 ans. C'est d'ailleurs une pratique qui est souvent faite dans les recherches dans l'ARSAC. Donc, pour la personnalité, ici, on voit le tableau qui décrit les résultats moyens obtenus à l'outil qui mesure les 5 grands traits de personnalité. Qu'est-ce qui nous permet de voir? C'est que l'ouverture à l'expérience, qui est représentée en vert, est le seul trait à se situer sous la moyenne, donc dans la catégorie faible, ce qui vient donc confirmer nos hypothèses de recherche. Mais contrairement à nos attentes, on voit qu'il n'y a pas de différence significative selon les groupes d'âge. Puis, l'absence de résultats ici va être discutée dans la section sur les limites du projet. Maintenant, on voit la distribution des participants aux dimensions de la personnalité. La distribution, en fait, ça nous permet de voir le nombre de personnes qui se situent en dessous et au-dessus du trait moyen. Quand on fait cette analyse-là, oui, on voit qu'il y a 3 traits qui ressortent davantage. On parle d'un névrosisme et d'une ouverture à l'expérience faible, ainsi qu'un caractère consciencieux élevé. Bon, de manière générale, le névrosisme faible, ça réfère à des personnes qui ont tendance à ne pas ressentir des émotions négatives, comme par exemple la tristesse, la colère ou l'anxiété, puis qui peuvent négliger les signaux d'alerte qui sont présents dans l'environnement. Donc, ils peuvent ne pas voir les dangers qui les entourent. Pour illustrer ce trait-là, dans la population ARSAC, on pourrait peut-être prendre l'exemple du grand nombre de patients qui persistent à dire qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour se déplacer, malgré les nombreuses chutes qu'ils font par semaine. Le névrosisme faible, en fait, ça pourrait dire que ces patients-là ne ressentent pas la peur ou l'anxiété qui peut être vécue face aux chutes qui peuvent être habituellement ressenties chez les autres personnes. Ensuite, comme on a vu plus tôt, l'ouverture à l'expérience, ça peut engendrer des difficultés relationnelles et aussi un fort ancrage dans les conduites habituelles. Ce trait-là, en fait, ça pourrait expliquer la rigidité mentale qui est observée par les intervenants. Récemment, j'ai pris contact avec une infirmière qui travaille à la clinique des maladies neuromusculaires de Jonquière pour lui faire part de mes résultats au plan de la personnalité. Quand je lui ai décrit mes résultats concernant le trait d'ouverture, elle m'a tout de suite répondu « Oui, effectivement, ça décrit bien qu'est-ce qu'on rencontre, mes collègues et moi. » En me rappelant, évidemment, toute l'importance de l'individualité de chaque client et que ce n'est pas tout le monde qui présente ce trait-là. Mais que toutefois, c'était représentatif de leur clientèle. Elle m'a aussi donné des exemples concrets qui rejoignent ce type de personnalité-là, comme par exemple le refus quasi automatique avec lequel les patients vont aborder les nouveaux soins qui leur sont proposés. Ou encore, l'attitude parfois confrontante qui va être là face à la nouveauté, et aussi des conflits qui sont rapportés par les participants avec leur entourage, qui sont dus souvent à des divergences de pensée, puis aussi à un certain manque de tact lorsqu'ils vont exprimer leur opinion. Finalement, le dernier trait qui ressort, c'est le caractère consciencieux. Donc, habituellement, ces types de personnalités-là, ça réfère à des personnes qui... ça voudrait dire, en fait, que les ARSAC préfèrent les actions qui sont planifiées et organisées. Puis la problématique principale de ce type de personnalité-là, ça réfère à la capacité d'improvisation puis accepter les contraintes qui vont venir changer les plans, donc changer les routines. On peut ici penser que ce trait-là, en fait, ça réfère à une fonction adaptative parce que c'est vrai que les personnes qui vont présenter des limitations fonctionnelles, ils doivent planifier davantage. S'ils se déplacent, ils doivent aller dans un nouvel endroit, ils doivent savoir si, est-ce que c'est adapté, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un pour m'aider, est-ce que ça va être comme ça. Donc, en effet, ça peut être très adaptatif. Mais dans d'autres domaines de vie, ça peut représenter une difficulté lorsqu'il est temps, par exemple, de changer de routine, de proposer des nouvelles techniques, des nouvelles choses à faire. Donc, finalement, on voit bien que la triade de personnalités ici qui est présentée, ça fait du sens. À la fois, les participants peuvent présenter un ancrage dans les conduites habituelles, puis en plus de ça, ils tolèrent mal le fait de changer les routines, le fait de devoir changer leur routine. Puis,
peut-être qu'en fait, ils ressentent même pas le besoin de changer leur routine parce que justement, ils ressentent pas, par exemple, la tristesse ou des choses comme ça. Donc, ils ressentiraient même pas le besoin d'avoir davantage d'aide, peut-être. Ici, on voit les résultats au MCMI. Donc, on voit le pourcentage de profils qui sont dans la norme et le pourcentage de profils qui sont dans une catégorie élevée. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? C'est qu'on voit qu'il y a une prévalence de particularités psychologiques élevées au plan de l'indice de désirabilité, au patron de personnalité dépendante et aussi au syndrome clinique d'anxiété. Non, excusez. Syndrome clinique d'anxiété. Donc, le résultat en indice de désirabilité est assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la majorité de nos participants auraient eu la tendance ou le désir de se présenter de manière plus favorable en cachant certaines difficultés psychologiques ou relationnelles. Concrètement, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est qu'on peut remettre certains des résultats en doute. Comme par exemple, si on revient avec le questionnaire socio-démo du début, puis la perception positive là, de la santé physique de nos participants, mais en fait, peut-être que ça ne reflétait pas un déni de leur état, mais plutôt un désir de paraître moins malade, un désir de paraître plus fort ou un désir de bien paraître. Ensuite, les types de personnalités qui sont présentés ici, on doit les interpréter avec prudence parce qu'on sait que les personnes avec des maladies physiques ont tendance à surcoter à certains items qui font référence, par exemple, à un patron de personnalité parce qu'ils vont répondre en fonction de leurs symptômes de leur maladie. Donc, pour mieux comprendre ces résultats-là, on va devoir réaliser une analyse par item qui n'a pas encore été faite, mais ce sera certainement très intéressant. Ensuite, le seul syndrome clinique qui semble caractéristique de notre échantillon, selon nos résultats, c'est l'anxiété. On aurait pu s'attendre à avoir d'autres résultats, comme par exemple des résultats plus à caractère dépressif aussi. Puis, pour expliquer ça, on se demande est-ce que ça pourrait être dû à l'indice justement de désirabilité élevé, donc des participants qui auraient voulu ne pas paraître déprimés, des choses comme ça. Mais bon, ce sera aussi à investiguer davantage. Maintenant, les résultats de l'adaptation sociale. À cet outil-là, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que plus le score est élevé, moins bonne est l'adaptation sociale. Donc ici, je compare les résultats de notre échantillon avec ceux d'un groupe de patients atteints de la dystrophie myotonique de type 1, qui est reconnu pour avoir des difficultés d'adaptation sociale, et aussi avec les normes de la population générale. Qu'est-ce que ça nous permet de voir? C'est qu'au score global, au sous-domaine sociaux d'activité de temps plein, famille hors foyer, donc tous ceux qui ne vivent pas avec la personne sous le même foyer, et rôle en tant que conjoint, les participants de notre étude se perçoivent leur adaptation sociale plus près du groupe de patients atteints de dystrophie myotonique que de la population générale. Donc, ça pourrait refléter effectivement des difficultés d'adaptation sociale dans l'ARSAC. Par contre, qu'est-ce qu'on observe? C'est que dans le domaine de vie sociale et loisirs, nos participants, les résultats se rapprochent davantage de ceux de la population générale que de ceux des patients DM1, ce qui voudrait dire qu'ils sont plus satisfaits de ce domaine de vie-là que des autres domaines. Finalement, il n'y avait pas de différence non plus avec l'évolution avec l'âge. Puis, ça pourrait vouloir dire que malgré l'augmentation des limitations fonctionnelles, l'augmentation des symptômes physiques, les patients perçoivent de la même manière leur adaptation sociale. Ce qui voudrait dire que toutes les aides qui leur sont apportées, le support des équipes de soins, donc ça fonctionne. C'est ça que ça voudrait dire, c'est que ça peut fonctionner. Finalement, le dernier tableau, ça concerne l'étude de corrélation entre la personnalité et l'adaptation sociale. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? En fait, on a deux résultats significatifs. Ça permet de dire que plus la personne est sensible à ses émotions à caractère négatif, plus elle ressent la tristesse, la colère, moins bonnes sont ses relations avec sa famille élargie. Ensuite, l'autre résultat, ça concerne l'agréabilité. Ça veut dire plus la personne elle a des relations qui sont teintées par la bienveillance et l'empathie, meilleures sont ses relations avec sa famille élargie. Bon. Ici, le résultat, ça vient infirmer notre hypothèse de lien entre la personnalité et l'adaptation sociale. Je vais discuter aussi bientôt cette absence de résultats. Donc, à ce stade-ci du projet, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la personnalité des patients ARSAC semble démontrer des caractéristiques communes qui pourraient expliquer certains des défis qui sont rencontrés par les intervenants qui travaillent avec cette clientèle-là.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ce serait de continuer à miser sur l'alliance thérapeutique dans les suivis cliniques pour favoriser l'ouverture et l'acceptation des patients face aux nouveaux traitements. Puis le but de cette recherche-là, comme je l'ai dit plus tôt, c'est de pouvoir permettre ultimement de proposer un modèle d'intervention qui va prendre le type de personnalité des personnes atteintes en considération. Aussi, on a vu que l'anxiété, c'était la seule psychopathologie qui affectait le plus les participants. Mais on pense que la réelle souffrance significative des patients ARSAC n'a pas pu être démontrée dans notre projet. Ensuite, ce serait très intéressant de poursuivre la caractérisation des aspects psychologiques de l'ARSAC avec des recherches à caractère qualitatif, donc plus en entrevue, pour aller essayer de mieux comprendre tous les processus qui sous-tendent la personnalité et l'adaptation sociale chez l'ARSAC. Finalement, les résultats tendent à supporter l'hypothèse de la présence des éléments affectifs du syndrome cognitivo-affectif cérébelleux dans l'ARSAC. Donc, des limites importantes dans notre étude aussi. Donc, au plan statistique, le faible nombre de participants, ça représente une limite, étant donné qu'il est très difficile d'aller chercher de la significativité dans nos résultats avec 30 personnes. Cependant, ça représente aussi une force de l'étude pour les recherches qui sont réalisées chez une maladie orpheline. Ensuite, utiliser un devis transversal, comme il a été fait ici, comme mesure de l'évolutivité de la personnalité et de l'adaptation sociale, c'est peut-être pas le meilleur devis pour aller chercher toutes, justement, les subtilités de l'évolution de la personnalité. Si on avait pu réaliser une étude de plus grande envergure avec plus de budget, on aurait pu aller mesurer, en fait, les mêmes personnes à partir de 20 ans jusqu'à 60 ans, différents temps de mesure, pour vraiment aller voir l'évolution réelle des traits de personnalité et de l'adaptation sociale. Voilà. Voilà pour ma recherche. J'aurais juste voulu savoir comment on fait la différence entre un aspect psychologique qui est plutôt pathologique, cérébral, et plutôt dû à l'environnement, la famille, etc. Mais effectivement, en fait, c'est difficile de départager les deux. Donc, c'est difficile de départager au niveau de la personnalité. Parce qu'on sait que la personnalité se construit à partir de l'âge de l'enfant. Donc, elle va se construire en développement. Puis, c'est qu'on ne peut pas faire le lien direct, étant donné qu'on n'a pas fait les études au niveau cérébral non plus. Mais c'est ça. Je ne sais pas si tu voulais répondre. Vas-y. Kevin Brassard qui présente, je n'ai pas l'heure, cet après-midi, sur le même projet, mais au versant cette fois neuropsychologique. Puis pour répondre finalement à ta question, je pense qu'après on va essayer de croiser justement les aspects neuropsy et personnalité et voir si on peut faire émerger des liens. Et les liens qui ne seront pas existants, on pourra faire des hypothèses plus environnementales, et les liens qui existent, on pourra aller vers peut-être une origine plus cérébrale. Oui, puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant avec le projet de Kevin, c'est que des fois, on parle un peu de la même chose. Lui, il va parler de difficultés de cognition sociale. Nous, on va parler de rigidité dans la personnalité. Donc, c'est intéressant de voir les deux théories pour expliquer un même comportement, un même trait. Je vais être obligée d'arrêter ici pour respecter l'horaire des autres conférences, mais si vous avez d'autres questions, peut-être à la pause, vous pourriez personnellement vous adresser. Merci beaucoup.